Je vais commencer par remercier Olivier Pastré et Thierry Dorès pour leur invitation à venir partager avec vous quelques réflexions et puis prendre la suite de Jean-Michel me rappelle le quotidien du bon vieux temps, si on peut dire ça comme ça. Et je vous avoue m'être quand même, quand j'ai été invité par Thierry Dorès à intervenir devant vous, m'être posé quelques minutes la question du rapport entre mutualisme et intelligence artificielle. Qui n'était pas totalement évident pour moi. Et j'allais surtout vous parler d'intelligence artificielle, pour être très honnête. Mais je vais sortir quelque peu du schéma que j'avais pensé vous développer pour commencer, parce qu'il m'est venu, pendant les quelques interventions premières, une forme de remarque qui, je trouve, est assez intéressante. Quand vous avez l'occasion, comme moi, à divers titres, que ce soit en tant qu'ancien ministre, en tant que cofondateur de Mistral IA, ou même membre du conseil d'administration d'Artefact, qui donc met en place l'intelligence artificielle au sein des grandes entreprises, de travailler au jour le jour avec ceux qui font cette technologie. Quand vous avez l'occasion de voir la rapidité extraordinaire avec laquelle la technologie avance. Jean-Michel évoquait tout à l'heure la forme de révélation qui a été pour tout le monde, mais y compris pour les gens qui sont dans le domaine de l'émergence de ChatGPT et la rapidité de développement depuis, dans le langage, dans la génération de vidéos et probablement dans la voix dans les prochaines versions de ChatGPT et les prochaines versions de LLM. Ça vous amène régulièrement à vous poser certaines questions qui sont plus essentielles sur la différence entre intelligence artificielle et intelligence humaine, et ce qui fait, dans le fond, la spécificité de l'être humain. Et je vais vous partager une réflexion qui est la mienne, qui ne prétend pas être l'alpha et l'oméga, mais sur lequel j'ai l'occasion de réfléchir ces derniers mois, qui est que je crois que dans le fond, les questions très profondes que pose l'intelligence artificielle et que nous pose l'intelligence artificielle n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Elles ont, dans le fond, beaucoup à voir avec l'image que nous faisons de nous-mêmes. Pourquoi je vous dis ça? Quel rapport avec le mutualisme? J'y viens. C'est que j'en suis venu à la conclusion que depuis plusieurs siècles, depuis Descartes, particulièrement en France, mais beaucoup en Occident, on a fait de l'intelligence au sens de la logique et du raisonnement l'acmé de ce qui était humain. Et on a considéré que la supériorité de l'être humain sur les autres espèces, c'était sa capacité à raisonner et à avoir des raisonnements logiques. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a une relation à l'intelligence artificielle, on commence par jauger de la puissance de l'intelligence artificielle à sa capacité à nous battre aux échecs. Bon, ça c'est réglé depuis quelques années. On est ensuite passé au jeu de Go, qui est le niveau d'au-dessus. Bon, ça a été réglé il y a quelques années aussi. Je vous invite à regarder la vidéo le reportage s'appelle AlphaGo, pardon, qui est disponible sur YouTube, qui raconte le match entre peut-être le meilleur joueur de Go de tous les temps humain et l'intelligence artificielle. C'est absolument. On peut parler, et tout à l'heure il y aura Jean-Baptiste qui sera là pour en parler, du bridge, mais voilà, on complexifie systématiquement en disant en fait ce qui est l'acmé de l'humain, c'est qu'on est vraiment très très intelligent, très très logique et très très conceptuel, et donc on va juger la puissance de l'intelligence artificielle à cette aune. La vérité c'est qu'on va perdre ce combat. Et c'est très intéressant parce qu'on a deux choses qui avancent en parallèle. Vous avez d'un côté la puissance de calcul. Aujourd'hui les intelligences artificielles ont des formes de raisonnement qui sont encore insuffisantes et assez en deçà en termes de raisonnement pur de ce que c'est faire l'être humain, mais ça sera réglé dans quelques années et pour toujours. Et donc vous avez cette tendance, et vous avez en parallèle la recherche de gens comme Stanislas Dehaene, comme Lionel Nakache, que connaît bien Jean-Michel Blanquer, sur en fait le fonctionnement inhérent du cerveau humain, qui en fait recomplexifie beaucoup la notion d'intelligence avec l'influence des émotions, l'influence des sentiments et l'influence en fait de l'interaction entre humains. Et donc, je pense que dans le fond, ce que nous invite à faire l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est d'une certaine manière à démystifier la supériorité humaine en raisonnement logique. On va perdre ce combat contre l'ordinateur, c'est évident. Et à considérer que ce qui est probablement très humain, c'est un peu tautologique de le dire, et c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même intéressant de le voir revenir à travers la compétition avec l'ordinateur, c'est justement la capacité à toucher, à sentir, à
vivre des choses de manière collective, et c'est peut-être que là qu'il y a une petite relation entre le mutualisme et l'évolution de l'intelligence artificielle. C'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler, mais je pense que c'était une digression qui était en lien avec les interventions qu'il y avait eu. Pour parler d'intelligence artificielle, j'ai commencé peut-être par un petit test qui est intéressant. Qui, dans la salle, a déjà testé ChatGPT ou Mistral ou un quelconque modèle de langage? Je dirais 2/3. Okay. C'est assez intéressant parce que ça illustre exactement ce que disait Thierry Dorès tout à l'heure, ce qui change complètement avec cette technologie, c'est la rapidité d'adoption. C'est qu'en quelques mois, 2/3 des gens en France, ou je sais pas, peut-être 70% ont testé la technologie, la plupart des grands groupes y vont, enfin, des grands groupes ou des petits groupes, et le fait que ce soit une interaction en langage naturel fait que la rapidité de diffusion de la technologie est extrêmement rapide. Alors, avant même de commencer par les conséquences de la technologie, il est intéressant quand même de se demander, en fait, dans le fond, c'est quoi cette technologie et à quoi ça correspond. L'intelligence artificielle, ça n'émerge pas avec ChatGPT, Jean-Baptiste pourra le dire mieux que moi. Ça fait quand même plusieurs décennies qu'on travaille sur ces algorithmes. Il y a 2 dates dans les dernières années qui ont significativement changé les choses, qui sont 2014 et 2017. 2014, je passe assez vite, c'était sur un papier de recherche qui s'appelait Generative Adversarial Networks, mais surtout, ce qui change, c'est à partir de 2017, un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need, qui introduit une nouvelle manière d'entraîner ces grands modèles de langage qu'on appelle les transformers. Et c'est sur ce principe des transformers que se sont développés en quelques années, puisque vous voyez 2017 c'est assez récent, des technologies qui sont celles sur lesquelles nous voyons aujourd'hui prospérer des entreprises comme OpenAI ou Mistral. En quoi ça consiste cette technologie? C'est pas rocket science d'une certaine manière. En gros, vous montrez un texte à trous à un algorithme et vous lui faites deviner les mots qui manquent. Et vous le récompensez quand il trouve le bon mot, puis vous le récompensez pas quand il ne trouve pas le bon mot. Si vous prenez cette technologie et que vous la mettez à une échelle sans commune mesure avec ce qu'on avait fait jusqu'ici, pour vous rendre compte, entre 2014 et aujourd'hui, donc en 10 ans, la puissance de calcul a été multipliée par près de 1 million. Et avant, on s'entraînait sur quelques millions. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur quelques centaines de milliards d'images, ou s'agissant d'un modèle comme Mistral ou comme ChatGPT, sur des milliers de milliards de mots, à peu près tout ce que contient Internet. Lorsque vous faites cet exercice, qui est de faire deviner les mots qui manquent à un algorithme sur des masses de données et avec une puissance de calcul absolument extraordinaire, inatteignable sur ce qu'on avait fait jusqu'ici, c'est comme ça que, un peu par accident d'une certaine manière, on s'est aperçu qu'on avait fait émerger une technologie d'agents conversationnels qui pouvaient interagir en langage naturel et qui développaient une forme de similarité avec le raisonnement humain, même s'il faut garder beaucoup de prévention sur les anthropomorphismes qu'on voudrait faire. Et dans le fond, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que, dans le fond, l'intelligence artificielle, c'est de la probabilité et de la statistique. Ce que fait ChatGPT quand il converse avec vous et que vous avez l'impression qu'il parle avec vous en langage naturel, c'est qu'il prédit la probabilité du mot suivant après chaque mot, dans le contexte du début de la phrase. Et il a vu tellement de mots, tellement d'exemples, qu'il est suffisamment intelligent, encore une fois, mettons des guillemets, pour être capable de prédire le bon mot. Mais c'est toujours de la statistique, c'est-à-dire que si vous lui posez 3 fois la même question, comme c'est de la statistique, il vous répondra 3 fois de manière différente. Pourquoi je dis ça? Cette brève explication, je pense, montre assez bien ce qu'est l'intelligence artificielle, un outil extrêmement puissant, on aura l'occasion d'y venir, mais surtout ce qu'elle n'est pas. Et je pense qu'on perd énormément de temps dans les discours eschatologiques sur l'intelligence artificielle, la conscience des ordinateurs, la propre conscience de est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire, et est-ce que l'intelligence artificielle va tous nous tuer. Et je pense que le plus important s'agissant de cette technologie, c'est de se garder de tout anthropomorphisme, qui est difficile dès lors qu'on appelle ça de l'intelligence, c'est de la statistique, c'est de la probabilité, qui permet d'arriver à des résultats extrêmement intéressants, je vais y venir, mais ça n'a absolument rien de religieux.
Alors, ça n'a rien de religieux, mais c'est très efficace. Et je pense que la manière dont il faut le voir en matière d'impact sur notre économie et notre société, c'est que c'est ni plus ni moins. Je parle vraiment d'intelligence artificielle générative parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de types d'intelligence artificielle, mais c'est celle qui est, on va dire, celle qu'on voit le plus dernièrement. C'est une forme d'automatisation des processus intellectuels. On a pendant un siècle automatisé les processus manuels avec la robotisation, en commençant par la révolution industrielle. Nous en sommes arrivés à une forme de robotisation des processus industriels extrêmement intéressante. Nous sommes en train de passer à une robotisation des métiers de col blanc, dont il n'est pas, dont il est fort probable qu'elle ait au moins autant de conséquences que la robotisation des métiers manuels. Avec une différence que j'évoquais tout à l'heure, qui est que autant la robotisation et l'automatisation des tâches manuelles s'est faite en 100 ans, et donc on a eu, bon an, mal an, avec plus ou moins de difficultés, parfois plus que moins, la capacité à gérer cette transition, autant l'automatisation des tâches intellectuelles, dès lors qu'il va s'agir de résumer un document, de produire du code, elle risque de se faire en 5 à 10 ans, ce qui risque, en tout cas ce qui est à peu près certain, nécessite une gestion de la transition qui n'est pas aisée. D'ailleurs, on voit déjà énormément de cas d'application de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Je voudrais citer 3 grands cas principaux, mais qui ne se limitent pas à ça. D'abord, l'automatisation du code. Chez Mistral, on estime à peu près à 50% le gain de productivité pour un ingénieur logiciel, ce qui est assez significatif, 50% de gain de productivité. Je précise quand même que je ne crois pas un seul instant à la disparition des codeurs, comme ça a pu être plusieurs fois prédit. Un sujet de langage que de grammaire. Et donc la grammaire du code reste extrêmement importante à comprendre si on veut être capable de maîtriser ces outils. Le deuxième cas d'usage de l'intelligence artificielle, notamment l'automatisation du traitement de très grands corpus de données. Et là, comme d'habitude, l'intelligence artificielle est très forte dans ce qui est inaccessible à l'esprit humain. J'entends rechercher ou retirer en quelques secondes les principales informations de un ou plusieurs rapports de plusieurs centaines de pages. Ça va être comprendre la substantifique moelle de ce qui est contenu en quelques secondes dans 10 000 commentaires clients ou des choses comme ça. Et enfin, la création ou la personnalisation de documents. Un exemple très concret, écrire la première version d'un rapport ESG ou d'un contrat personnalisé des marketing. Ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que la rapidité de diffusion de la technologie et on va dire, le caractère extrêmement large de son application font que les potentiels gains de productivité sont extrêmement importants, autant au niveau des entreprises qu'au niveau de l'économie générale. Pour donner une idée, on en parlait tout à l'heure, je discutais la semaine dernière avec le patron d'un très grand groupe industriel français qui estimait que l'intelligence artificielle générative, aux bornes de son groupe, qui est donc un groupe de col bleu, pas un groupe de col blanc, c'était 7 à 8%. 7 à 8% de productivité supérieure. On a rendu il y a 2 semaines avec Philippe Aghion et Anne Bouvreau et le comité interministériel, le comité sur l'intelligence artificielle mis en place par le Premier ministre un rapport. Et les économistes qui ont travaillé avec nous, notamment Philippe Aghion, estiment entre 200 et 400 milliards d'euros sur 10 ans le potentiel de gain pour l'économie française. C'est un peu d'argent. Par exemple, si on le compare au psychodrame auquel nous assistons actuellement pour économiser 10 milliards d'euros, ou aux bénéfices attendus de la réforme des retraites. Mais si le sujet économique est important, je voudrais attirer votre attention sur un sujet qui me semble encore plus important, qui est le sujet culturel. Pourquoi je parle de ça? C'est que c'est une chose d'être un outil de productivité, c'est autre chose que cet outil de productivité a la spécificité d'interfacer notre rapport au domaine informationnel. Je prends un exemple que je prends assez souvent, donc vous l'avez peut-être déjà lu. Si vous demandez à qui a inventé l'avion, des chances qu'il va répondre Clément Ader. Si vous demandez à un Américain qui a inventé l'avion, il y a des chances qu'il va répondre les frères Wright. On ne dissertera pas sur qui a raison. Mais évidemment que ChatGPT, entraîné sur un substrat culturel anglo-saxon, va répondre les frères Wright. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce qui est extrêmement puissant avec ces modèles, c'est qu'il est probable que dans 5 à 10 ans, chacun d'entre nous, à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, ait à sa main un assistant personnel
qui lui permettent de faire des choses aussi diverses que réserver un billet de train ou résumer un document. Si l'ensemble de ces outils sont maîtrisés par 3 ou 4 entreprises, qui sont des entreprises américaines, si l'ensemble de nos élèves travaillent avec ces outils, parce que en matière d'apprentissage, c'est absolument extraordinaire. Mais c'est un vecteur de formatage anglo-saxon du monde qui est absolument extraordinaire, parce que vous lui posez la question, le rapport entre la liberté et l'égalité, vous lui posez des questions sur que penser de, je ne sais pas, tel ou tel mouvement politique ou de la guerre israélo-palestinienne. Ces outils interfacent notre relation au domaine informationnel. Et c'est pour ça que j'en tire plusieurs conclusions et plusieurs éléments on va dire, des défis qui sont face à nous. Le premier, c'est, il me semble que ce que je viens de dire à la fois sur l'économie et sur la culture fait que l'Europe et la France ont absolument le devoir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour être des acteurs de cette révolution. C'est le moins qu'on puisse dire que de dire que nous n'avons pas été extrêmement performants dans les précédentes révolutions numériques et qu'aujourd'hui les grands groupes du numérique qui dominent le monde sont des grands groupes anglo-saxons ou chinois. Cette fois-ci, je pense que l'enjeu est encore plus grand. Et je ne parle que de l'intelligence artificielle générative, je ne me mentionne pas ici les autres enjeux de l'intelligence artificielle, qui sont par exemple ceux des drones. Et si vous vous intéressez un peu à la guerre en Ukraine, vous pouvez considérer l'importance géostratégique de maîtriser l'intelligence artificielle, qui n'est pas que l'intelligence artificielle générative. Ce qui est certain, c'est que la France et l'Europe ont la capacité de jouer dans cette édition. Pour une raison assez simple, qu'elles ont les talents pour ce faire. Si vous prenez le nombre de chercheurs de niveau mondial qui maîtrisent l'intelligence artificielle générative dans le monde, en fait, vous êtes sur un nombre de personnes assez faible. Prenez toutes les entreprises qui ont des modèles, c'est à peu près 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il doit y avoir entre 5 et 10% de Français. Et donc, on a les capacités, certains d'entre eux travaillent pour des grands groupes anglo-saxons, mais ce n'est pas un sujet. En tout cas, on sait former aujourd'hui les gens qui sont capables de maîtriser cette technologie. Encore faut-il savoir si nous sommes prêts à faire les efforts financiers en matière de régulation qui nous permettront d'être des acteurs de cette révolution. Et s'il y a une chose que je veux regretter ici devant vous, et je vais en terminer par là, c'est que c'est le narratif auquel nous assistons aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que demain, il y a un inventeur qui vienne voir le gouvernement français et qui vous dit « Bonjour, j'ai une nouvelle technologie absolument extraordinaire qui permettra de faire des gains de productivité absolument extraordinaires, de libérer les mouvements et les déplacements individuels de tous les Français et qui va permettre à la France et à l'Occident de se développer, de développer son PIB dans les 10 prochaines années de manière inégalée. » Ben, c'est super, tout le monde est très content. La seule chose que je vous demande, c'est de me donner l'avis de 3000 de vos concitoyens par an. Évidemment, ça semble un peu en matière de rémunération. Ben, c'est l'automobile. L'automobile, ça prend la vie de 3000 Français par an et ça prend la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes par an. Ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, en particulier notre narratif collectif, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est en face de la technologie peut-être la plus incroyable qu'on a développée dans les 20 dernières années sur l'intelligence artificielle générative. Il suffit de voir ce que ça permet dans la recherche en langue ou dans la recherche scientifique ou la recherche biomédicale, ce que ça permet en matière de gain de productivité. Et l'attitude que nous avons collectivement, en partie, pour plein de raisons qu'il ne s'agit pas ici d'expliquer ou de critiquer, est une attitude de peur, qui n'est pas qu'une attitude de peur, mais on se demande si ça va prendre nos emplois, on se demande si ça va creuser trop de problèmes de désinformation, on se demande si on ne fait pas trop d'anthropomorphisme, etc. etc. Ce n'est pas pour écarter les enjeux qui peuvent être posés par l'intelligence artificielle, Jean-Michel en a cité quelques-uns, mais c'est que dans le fond, si au XIXe siècle, on s'était posé cette question-là sur le train, l'avion, la chimie, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la qualité de vie et le niveau de développement que nous avons, il est apparu que la France et l'Europe n'en seraient pas là. Et si je veux terminer sur une chose,
vous faire prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose qui, à la fin, reste absolument extraordinaire avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'est-ce que c'est que ChatGPT? ChatGPT, c'est l'ensemble du web, donc l'ensemble de la connaissance humaine, pas l'ensemble de la connaissance humaine, un bon proxy de la connaissance humaine, avec la bêtise humaine à l'intérieur, hein, ça juste se dire que ça fait partie. On le compresse et on le rend accessible à chacun sur son téléphone portable. On a toujours considéré que l'accès au savoir en langage naturel était facteur de développement. Je pense que si on avait dit ça à Léonard de Vinci, il aurait trouvé ça absolument extraordinaire. Vous avez, avec quelques bêtises et hallucinations, il faut le savoir, accès à l'ensemble de la connaissance humaine dans votre téléphone. Cette technologie va potentiellement révolutionner les années à venir. Elle est maîtrisée par les Français, alors il faut y aller. Merci.